La Chartreuse de Parme par Stendhal. Partie 2 du livre audio, chapitre 3. Fabrice trouva bientôt des vivandières, et l'extrême reconnaissance qu'il avait pour la geôlière de B le porta à leur adresser la parole. Il demanda à l'une d'elles où était le 4e régiment de hussards auquel il appartenait. « Tu ferais tout aussi bien de ne pas tant te presser, mon petit soldat, » dit la cantinière, touchée par la pâleur et les beaux yeux de Fabrice. « Tu n'as pas encore la poigne assez ferme pour les coups de sabre qui vont se donner aujourd'hui. Encore, si tu avais un fusil, je ne dis pas. Tu pourrais lâcher ta balle, tout comme un autre. » Ce conseil déplut à Fabrice, mais il avait beau pousser son cheval, il ne pouvait aller plus vite que la charrette de la cantinière. De temps à autre, le bruit du canon semblait se rapprocher et les empêchait de s'entendre, car Fabrice était tellement hors de lui d'enthousiasme et de bonheur qu'il avait renoué la conversation. Chaque mot de la cantinière redoublait son bonheur en le lui faisant comprendre. À l'exception de son vrai nom et de sa fuite de prison, il finit par tout dire à cette femme qui semblait si bonne. Elle était fort étonnée et ne comprenait rien du tout à ce que lui racontait ce beau jeune soldat. « Je vois le fin mot !» s'écria-t-elle enfin d'un air de triomphe. « Vous êtes un jeune bourgeois amoureux de la femme de quelque capitaine du 4e de hussards. Votre amoureuse vous aura fait cadeau de l'uniforme que vous portez et vous courez après elle. Vrai, comme Dieu est là-haut, vous n'avez jamais été soldat. Mais, comme un brave garçon que vous êtes, puisque votre régiment est au feu, vous voulez y paraître et ne pas passer pour un capon. » Fabrice convint de tout. C'était le seul moyen qu'il eût de recevoir de bons conseils. « J'ignore toutes les façons d'agir de ces Français, » se disait-il, « et si je ne suis pas guidé par quelqu'un, je parviendrai encore à me faire jeter en prison, et l'on me volera mon cheval. »« D'abord, mon petit, » lui dit la cantinière, qui devenait de plus en plus son amie. « Conviens que tu n'as pas 21 ans. C'est tout le bout du monde si tu en as 17. » C'était la vérité. Et Fabrice l'avoua de bonne grâce. « Ainsi, tu n'es même pas conscrit. C'est uniquement à cause des beaux yeux de la madame que tu vas te faire casser les os. Peste, elle n'est pas dégoûtée. Si tu as encore quelques-uns de ces jaunets qu'elle t'a remis, il faut, primo, que tu achètes un autre cheval. Vois comme ta rosse dresse les oreilles quand le bruit du canon ronfle d'un peu près. C'est là un cheval de paysan qui te fera tuer dès que tu seras en ligne. Cette fumée blanche que tu vois là-bas, par-dessus la haie, ce sont des feux de peloton, mon petit. Ainsi, prépare-toi à avoir une fameuse venette, quand tu vas entendre siffler les balles. Tu ferais aussi bien de manger un morceau, tandis que tu en as encore le temps. » Fabrice suivit ce conseil, et, présentant un Napoléon à la vivandière, la pria de se payer. « C'est pitié de le voir !» s'écria cette femme. Le pauvre petit ne sait pas seulement dépenser son argent. Tu mériterais bien qu'après avoir empoigné ton Napoléon, je fisse prendre son grand trot à cocotte. Du diable si ta rosse pourrait me suivre. Que ferais-tu, nigaud, en me voyant détaler ? Apprends que, quand le brutal gronde, on ne montre jamais d'or. Tiens, lui dit-elle, voilà 18 francs 50 centimes, et ton déjeuner te coûte 30 sous. Maintenant, nous allons bientôt avoir des chevaux à revendre. Si la bête est petite, tu en donneras 10 francs. Et, dans tous les cas, jamais plus de 20 francs, quand ce serait le cheval des 4 fils Aymon. Le déjeuner fini, la vivandière, qui pérorait toujours, fut interrompue par une femme qui s'avançait à travers champs et qui passa sur la route. « Holà, hé !» lui cria cette femme. « Holà, Margot ! Ton 6e léger est sur la droite. » « Il faut que je te quitte, mon petit, » dit la vivandière à notre héros. « Mais, en vérité, tu me fais pitié. J'ai de l'amitié pour toi, sacré-dié. Tu ne sais rien de rien, tu vas te faire moucher, comme Dieu est Dieu. Va-t'en au 6e léger avec moi. »« Je comprends bien que je ne sais rien, » lui dit Fabrice. « Mais je veux me battre, et suis résolu d'aller là-bas, vers cette fumée blanche. »« Regarde comme ton cheval remue les oreilles. Dès qu'il sera là-bas, quelque peu de vigueur qu'il ait, il te forcera la main. Il se mettra à galoper.
Et Dieu sait où il te mènera. Veux-tu m'en croire? Dès que tu seras avec les petits soldats, ramasse un fusil et une giberne. Mets-toi à côté des soldats et fais comme eux. Exactement. Mais, mon Dieu, je parie que tu ne sais pas seulement déchirer une cartouche. Fabrice, fort piqué, avoua cependant à sa nouvelle amie qu'elle avait deviné juste. Pauvre petit, il va être tué tout de suite. Vrai comme Dieu, ça ne sera pas long. Il faut absolument que tu viennes avec moi, reprit la cantinière d'un air d'autorité. Mais je veux me battre. Tu te battras aussi. Va, le 6e léger est infameux. Et aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Mais serons-nous bientôt à votre régiment? Dans un quart d'heure, tout au plus. Recommandé par cette brave femme, se dit Fabrice, mon ignorance de toute chose ne me fera pas prendre pour un espion. Et je pourrai me battre. À ce moment, le bruit du canon redoubla. Un coup n'attendait pas l'autre. C'est comme un chapelet, dit Fabrice. On commence à distinguer les feux de peloton, dit la vivandière en donnant un coup de fouet à son petit cheval qui semblait tout animé par le feu. La cantinière tourna à droite et prit un chemin de traverse au milieu des prairies. Il y avait un pied debout. La petite charrette fut sur le point d'y rester. Fabrice poussa à la roue. Son cheval tomba 2 fois. Bientôt le chemin, moins rempli d'eau, ne fut plus qu'un sentier au milieu du gazon. Fabrice n'avait pas fait 500 pas que sa rosse s'arrêta tout court. C'était un cadavre posé en travers du sentier, qui faisait horreur au cheval et au cavalier. La figure de Fabrice, très pâle naturellement, prit une teinte verte fort prononcée. La cantinière, après avoir regardé le mort, dit, comme se parlant à elle-même, « Ce n'est pas de notre division. » Puis, levant les yeux sur notre héros, elle éclata de rire. « Ah ah, mon petit !» s'écria-t-elle. « En voilà du nanan !» Fabrice restait glacé. Ce qui le frappait surtout, c'était la saleté des pieds de ce cadavre qui déjà était dépouillé de ses souliers et auquel on n'avait laissé qu'un mauvais pantalon tout souillé de sang. « Approche, lui dit la cantinière. « Descends de cheval. Il faut que tu t'y accoutumes. Tiens, s'écria-t-elle, il en a par la tête. » Une balle, entrée à côté du nez, était sortie par la tempe opposée et défigurait ce cadavre d'une façon hideuse. Il était resté avec un œil ouvert. « Descends donc de cheval, petit, dit la cantinière, et donne-lui une poignée de main pour voir s'il te la rendra. » Sans hésiter, quoique prêt à rendre l'âme de dégoût, Fabrice se jeta à bas de cheval et prit la main du cadavre qu'il secoua ferme. Puis il resta comme anéanti. Il sentait qu'il n'avait pas la force de remonter à cheval. Ce qui lui faisait horreur, surtout, c'était cet œil ouvert. « La vivandière va me croire un lâche, se disait-il avec amertume. Mais il sentait l'impossibilité de faire un mouvement. Il serait tombé. Ce moment fut affreux. Fabrice fut sur le point de se trouver mal tout à fait. La vivandière s'en aperçut, sauta lestement à bas de sa petite voiture et lui présenta, sans mot dire, un verre d'eau-de-vie qu'il avala d'un trait. Il put remonter sur sa rosse et continua la route sans dire une parole. La vivandière le regardait de temps à autre du coin de l'œil. « Tu te battras demain, mon petit, lui dit-elle enfin. Aujourd'hui tu resteras avec moi. Tu vois bien qu'il faut que tu apprennes le métier de soldat. »« Au contraire, je veux me battre tout de suite, » s'écria notre héros d'un air sombre, qui sembla de bon augure à la vivandière. Le bruit du canon redoublait et semblait s'approcher. Les coups commençaient à former comme une basse continue. Un coup n'était séparé du coup voisin par aucun intervalle, et sur cette basse continue, qui rappelait le bruit d'un torrent lointain, on distinguait fort bien les feux de peloton. Dans ce moment, la route s'enfonçait au milieu d'un bouquet de bois. La vivandière vit 3 ou 4 soldats des nôtres qui venaient à elle, courant à toutes jambes. Elle sauta lestement à bas de sa voiture et courut se cacher à 15 ou 20 pas du chemin. Elle se blottit dans un trou qui était resté au lieu où l'on venait d'arracher un grand arbre. « Donc, se dit Fabrice, je vais voir si je suis un lâche. » Il s'arrêta auprès de la petite voiture abandonnée par la cantinière et tira son sabre.
Les soldats ne firent pas attention à lui et passèrent en courant le long du bois, à gauche de la route. « Ce sont des nôtres, » dit tranquillement la vivandière en revenant tout essoufflée vers sa petite voiture. « Si ton cheval était capable de galoper, je te dirais « pousse en avant jusqu'au bout du bois. Voici, il y a quelqu'un dans la plaine. » Fabrice ne se le fit pas dire deux fois. Il arracha une branche à un peuplier, l'effeuilla et se mit à battre son cheval à tour de bras. La rosse prit le galop un instant, puis revint à son petit trot accoutumé. La vivandière avait mis son cheval au galop. « Arrête-toi donc! Arrête !» criait-elle à Fabrice. Bientôt tous les deux furent hors du bois. En arrivant au bord de la plaine, ils entendirent un tapage effroyable. Le canon et la mousqueterie tonnaient de tous les côtés, à droite, à gauche, derrière. Et comme le bouquet de bois d'où ils sortaient occupait un tertre élevé de 8 ou 10 pieds au-dessus de la plaine, ils aperçurent assez bien un coin de la bataille. Mais enfin, il n'y avait personne dans le pré au-delà du bois. Ce pré était bordé, à 1000 pas de distance, par une longue rangée de saules, très touffus. Au-dessus des saules paraissait une fumée blanche qui, quelquefois, s'élevait dans le ciel en tournoyant. « Si je savais seulement où est le régiment, » disait la cantinière embarrassée, « il ne faut pas traverser ce grand pré tout droit. À propos, toi, dit-elle à Fabrice, si tu vois un soldat ennemi, pique-le avec la pointe de ton sabre. Ne va pas t'amuser à le sabrer. » À ce moment, la cantinière aperçut les 4 soldats dont nous venons de parler. Ils débouchaient du bois dans la plaine à gauche de la route. L'un d'eux était à cheval. « Voilà ton affaire, dit-elle à Fabrice. « Hola, oh !» cria-t-elle à celui qui était à cheval. « Viens donc ici boire le verre d'eau-de-vie. » Les soldats s'approchèrent. « Où est le 6e léger ?» cria-t-elle. « Là-bas, à 5 minutes d'ici, en avant de ce canal qui est le long des saules. Même que le colonel Mâcon vient d'être tué. »« Veux-tu 5 francs de ton cheval, toi ?»« 5 francs ? Tu ne plaisantes pas mal, petite mère. Un cheval d'officier que je vais vendre 5 Napoléons avant un quart d'heure. »« Donne-moi un de tes Napoléons, » dit la vivandière à Fabrice. Puis, s'approchant du soldat à cheval, « Descends vivement, » lui dit-elle. « Voilà ton Napoléon. » Le soldat descendit. Fabrice sauta en selle gaiement. La vivandière détachait le petit porte-manteau qui était sur la rosse. « Aidez-moi donc, vous autres, » dit-elle aux soldats. « C'est comme ça que vous laissez travailler une dame ?» Mais à peine le cheval de prise sentit le porte-manteau qu'il se mit à se cabrer, et Fabrice, qui montait fort bien, eut besoin de toute sa force pour le contenir. « Bon signe, » dit la vivandière. « Le monsieur n'est pas accoutumé au chatouillement du porte-manteau. »« Un cheval de général, » s'écriait le soldat qui l'avait vendu. « Un cheval qui vaut 10 Napoléons comme un liard. »« Voilà 20 francs, » lui dit Fabrice, qui ne se sentait pas de joie de se trouver entre les jambes un cheval qui eût du mouvement. À ce moment, un boulet donna dans la ligne de saule, qu'il prit de biais, et Fabrice eut le curieux spectacle de toutes ces petites branches volant de côté et d'autres comme rasées par un coup de faux. « Tiens, voilà le brutal qui s'avance, » lui dit le soldat en prenant ses 20 francs. Il pouvait être 2 heures. Fabrice était encore dans l'enchantement de ce spectacle curieux lorsqu'une troupe de généraux, suivie d'une vingtaine de hussards, traversèrent au galop un des angles de la vaste prairie au bord de laquelle il était arrêté. Son cheval hennit, se cabra 2 ou 3 fois de suite, puis donna des coups de tête violents contre la bride qui le retenait. « Eh bien, soit !» se dit Fabrice. Le cheval, laissé à lui-même, partit ventre à terre et alla rejoindre l'escorte qui suivait les généraux. Fabrice compta 4 chapeaux bordés. Un quart d'heure après, par quelques mots que dit un hussard son voisin, Fabrice comprit qu'un de ses généraux était le célèbre maréchal Ney. Son bonheur fut au comble. Toutefois, il ne put deviner lequel des 4 généraux était le maréchal Ney. Il eût donné tout au monde pour le savoir, mais il se rappela qu'il ne fallait pas parler. L'escorte s'arrêta pour passer un large fossé rempli d'eau par la pluie de la veille. Il était bordé de grands arbres et terminait sur la gauche la prairie à l'entrée de laquelle Fabrice avait acheté le cheval. Presque tous les hussards avaient mis pied à terre.
Le bord du fossé était à pic et fort glissant, et l'eau se trouvait bien à 3 ou 4 pieds en contrebas au-dessous de la prairie. Fabrice, distrait par sa joie, songeait plus au maréchal Ney et à la gloire qu'à son cheval, lequel, étant fort animé, sauta dans le canal, ce qui fit rejaillir l'eau à une hauteur considérable. Un des généraux fut entièrement mouillé par la nappe d'eau et s'écria en jurant « Ô diable bête !» Fabrice se sentit profondément blessé de cette injure. « Puis-je en demander raison ?» se dit-il. En attendant, pour prouver qu'il n'était pas si gauche, il entreprit de faire monter à son cheval la rive opposée du fossé. Mais elle était à pic et haute de 5 à 6 pieds. Il fallut y renoncer. Alors il remonta le courant, son cheval ayant de l'eau jusqu'à la tête, et enfin trouva une sorte d'abreuvoir. Par cette pente douce, il gagna facilement le champ de l'autre côté du canal. Il fut le premier homme de l'escorte qui y parut. Il se mit à trotter fièrement le long du bord. Au fond du canal, les hussards se démenaient, assez embarrassés de leur position, car en beaucoup d'endroits, l'eau avait 5 pieds de profondeur. 2 ou 3 chevaux prirent peur et voulurent nager, ce qui fit un barbotement épouvantable. Un maréchal des logis s'aperçut de la manœuvre que venait de faire ce Blanc-bec, qui avait l'air si peu militaire. « Remontez ! Il y a un abreuvoir à gauche !» s'écria-t-il, et peu à peu, tous passèrent. En arrivant sur l'autre rive, Fabrice y avait trouvé les généraux tout seuls. Le bruit du canon lui sembla redoubler. Ce fut à peine s'il entendit le général, par lui si bien mouillé, qui criait à son oreille. « Où as-tu pris ce cheval ?» Fabrice était tellement troublé qu'il répondit en italien. « L'ho comprato poco fa, je viens de l'acheter à l'instant. »« Que dis-tu » lui cria le général. Mais le tapage devint tellement fort en ce moment que Fabrice ne put lui répondre. Nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment. Toutefois, la peur ne venait chez lui qu'en seconde ligne. Il était surtout scandalisé de ce bruit qui lui faisait mal aux oreilles. L'escorte prit le galop. On traversait une grande pièce de terre labourée située au-delà du canal, et ce champ était jonché de cadavres. « Les habits rouges ! Les habits rouges !» criaient avec joie les hussards de l'escorte. Et d'abord, Fabrice ne comprenait pas. Enfin, il remarqua qu'en effet, presque tous les cadavres étaient vêtus de rouge. Une circonstance lui donna un frisson d'horreur. Il remarqua que beaucoup de ces malheureux habits rouges vivaient encore. Ils criaient évidemment pour demander du secours, et personne ne s'arrêtait pour leur en donner. Notre héros, fort humain, se donnait toutes les peines du monde pour que son cheval ne mît les pieds sur aucun habit rouge. L'escorte s'arrêta. Fabrice, qui ne faisait pas assez d'attention à son devoir de soldat, galopait toujours en regardant un malheureux blessé. « Veux-tu bien t'arrêter, Blanc-bec » lui cria le maréchal des logis. Fabrice s'aperçut qu'il était à 20 pas sur la droite en avant des généraux, et précisément du côté où ils regardaient avec leurs lorgnettes. En revenant se ranger à la queue des autres hussards, restés à quelques pas en arrière, il vit le plus gros de ces généraux qui parlait à son voisin, général aussi, d'un air d'autorité et presque de réprimande. Il jurait. Fabrice ne put retenir sa curiosité, et, malgré le conseil de ne point parler, à lui donner par son ami la geôlière, il arrangea une petite phrase bien française, bien correcte, et dit à son voisin « Quel est-il, ce général qui gourmande son voisin ?»« Pardi, c'est le maréchal. »« Quel maréchal ?»« Le maréchal Ney, bêta. Ah ça, où as-tu servi jusqu'ici ?» Fabrice, quoique fort susceptible, ne songea point à se fâcher de l'injure. Il contemplait, perdu dans une admiration enfantine, ce fameux prince de la Moscova, le brave des braves. Tout à coup, on partit au grand galop. Quelques instants après, Fabrice vit, à 20 pas en avant, une terre labourée qui était remuée d'une façon singulière. Le fond des sillons était plein d'eau et la terre fort humide, qui formait la crête de ces sillons, volait en petits fragments noirs lancés à 3 ou 4 pieds de haut. Fabrice remarqua en passant cet effet singulier. Puis sa pensée se remit à songer à la gloire du maréchal. Il entendit un cri sec auprès de lui.
c'étaient 2 hussards qui tombaient atteints par des boulets, et, lorsqu'il les regarda, ils étaient déjà à 20 pas de l'escorte. Ce qui lui sembla horrible, ce fut un cheval tout sanglant qui se débattait sur la terre labourée en engageant ses pieds dans ses propres entrailles. Il voulait suivre les autres. Le sang collait dans la boue. « Ah, m'y voilà donc enfin, au feu !» se dit-il. « J'ai vu le feu !» se répétait-il avec satisfaction. « Me voici un vrai militaire !» À ce moment, l'escorte allait ventre à terre, et notre héros comprit que c'étaient des boulets qui faisaient voler la terre de toutes parts. Il avait beau regarder du côté d'où venaient les boulets, il voyait la fumée blanche de la batterie à une distance énorme, et au milieu du ronflement égal et continu produit par les coups de canon, il lui semblait entendre des décharges beaucoup plus voisines. Il n'y comprenait rien du tout. À ce moment, les généraux et l'escorte descendirent dans un petit chemin plein d'eau qui était à 5 pieds en contrebas. Le maréchal s'arrêta et regarda de nouveau avec sa lorgnette. Fabrice, cette fois, put le voir tout à son aise. Il le trouva très blond, avec une grosse tête rouge. « Nous n'avons point des figures comme celle-là en Italie, » se dit-il. « Jamais, moi qui suis si pâle et qui ai des cheveux châtains, je ne serai comme ça. » ajoutait-il avec tristesse. Pour lui, ces paroles voulaient dire « Jamais je ne serai un héros ». Il regarda les hussards. À l'exception d'un seul, tous avaient des moustaches jaunes. Si Fabrice regardait les hussards de l'escorte, tous le regardaient aussi. Ce regard le fit rougir, et, pour finir son embarras, il tourna la tête vers l'ennemi. C'étaient des lignes fort étendues d'hommes rouges, mais ce qui l'étonna fort, ces hommes lui semblaient tout petits. Leurs longues files, qui étaient des régiments ou des divisions, ne lui paraissaient pas plus hautes que des haies. Une ligne de cavaliers rouges trottait pour se rapprocher du chemin en contrebas que le maréchal et l'escorte s'étaient mis à suivre au petit pas, pataugeant dans la boue. La fumée empêchait de rien distinguer du côté vers lequel on s'avançait. L'on voyait quelquefois des hommes au galop se détacher sur cette fumée blanche. Tout à coup, du côté de l'ennemi, Fabrice vit 4 hommes qui arrivaient ventre à terre. « Ah, nous sommes attaqués !» se dit-il. Puis il vit 2 de ces hommes parler au maréchal. Un des généraux de la suite de ce dernier partit au galop du côté de l'ennemi, suivi de 2 hussards de l'escorte et des 4 hommes qui venaient d'arriver. Après un petit canal que tout le monde passa, Fabrice se trouva à côté d'un maréchal des logis qui avait l'air fort bon enfant. « Il faut que je parle à celui-là, » se dit-il. « Peut-être ils cesseront de me regarder. » Il médita longtemps. « Monsieur, c'est la première fois que j'assiste à la bataille, » dit-il enfin au maréchal des logis. « Mais ceci est-il une véritable bataille ? » ?»« Un peu. Mais vous, qui êtes-vous ? » ?»« Je suis le frère de la femme d'un capitaine. »« Et comment l'appelez-vous, ce capitaine ?» Notre héros fut terriblement embarrassé. Il n'avait point prévu cette question. Par bonheur, le maréchal et l'escorte repartaient au galop. « Quel nom français, dirais-je » pensait-il. Enfin, il se rappela le nom du maître d'hôtel où il avait logé à Paris. Il rapprocha son cheval de celui du maréchal des logis et lui cria de toutes ses forces. « Le capitaine Meunier !» L'autre, entendant mal à cause du roulement du canon, lui répondit « Ah, le capitaine Tellier ! Eh bien, il a été tué. »« Bravo, se dit Fabrice, le capitaine Tellier. Il faut faire l'affligé. »« Ah, mon Dieu !» cria-t-il, et il prit une mine piteuse. On était sorti du chemin en contrebas, on traversait un petit pré, on allait ventre à terre, les boulets arrivaient de nouveau. Le maréchal se porta vers une division de cavalerie. L'escorte se trouvait au milieu de cadavres et de blessés. Mais ce spectacle ne faisait déjà plus autant d'impression sur notre héros. Il avait autre chose à penser. Pendant que l'escorte était arrêtée, il aperçut la petite voiture d'une cantinière, et sa tendresse pour ce corps respectable l'emportant sur tout, il partit au galop pour la rejoindre. « Restez donc !» lui cria le maréchal des logis. « Que peut-il me faire ici ?» pensa Fabrice, et il continua de galoper vers la cantinière. En donnant de l'éperon à son cheval, il avait eu quelque espoir que c'était sa bonne cantinière du matin.
Les chevaux et les petites charrettes se ressemblaient fort, mais la propriétaire était tout autre, et notre héros lui trouva l'air fort méchant. Comme il l'abordait, Fabrice l'entendit qui disait « Il était pourtant bien bel homme !» Un fort vilain spectacle attendait là le nouveau soldat. On coupait la cuisse à un cuirassier, beau jeune homme de 5 pieds 10 pouces. Fabrice ferma les yeux et but coup sur coup 4 verres d'eau-de-vie. « Comme tu y vas, gringalet !» s'écria la cantinière. L'eau-de-vie lui donna une idée. « Il faut que j'achète la bienveillance de mes camarades les hussards de l'escorte. »« Donnez-moi le reste de la bouteille, » dit-il à la vivandière. « Mais sais-tu, répondit-elle, que ce reste-là coûte 10 francs, un jour comme aujourd'hui ?» Comme il regagnait l'escorte au galop, « Ah, tu nous apportes la goutte !» s'écria le maréchal des logis. « C'est pour ça que tu désertais. Donne !» La bouteille circula. Le dernier qui la prit la jeta en l'air après avoir bu. « Merci, camarade !» cria-t-il à Fabrice. Tous les yeux le regardèrent avec bienveillance. Ses regards ôtèrent un poids de 100 livres de dessus le cœur de Fabrice. C'était un de ces cœurs de fabrique trop fines qui ont besoin de l'amitié de ceux qui les entourent. Enfin, il n'était plus mal vu de ses compagnons. Il y avait liaison entre eux. Fabrice respira profondément, puis, d'une voix libre, il dit au maréchal des logis « Et si le capitaine Tellier a été tué, où pourrais-je rejoindre ma sœur ?» Il se croyait un petit Machiavel de dire si bien Tellier au lieu de Meunier. « C'est ce que vous saurez ce soir, » lui répondit le maréchal des logis. L'escorte repartit et se porta vers des divisions d'infanterie. Fabrice se sentait tout à fait enivré. Il avait bu trop d'eau-de-vie. Il roulait un peu sur sa selle. Il se souvint fort à propos d'un mot que répétait le cocher de sa mère. Quand on a levé le coude, il faut regarder entre les oreilles de son cheval et faire comme fait le voisin. Le maréchal s'arrêta longtemps auprès de plusieurs corps de cavalerie qu'il fit charger. Mais pendant 1 heure ou 2, notre héros n'eut guère la conscience de ce qui se passait autour de lui. Il se sentait fort las, et quand son cheval galopait, il retombait sur la selle comme un morceau de plomb. Tout à coup, le maréchal des logis cria à ses hommes « Vous ne voyez donc pas l'empereur ?» Sur-le-champ, l'escorte cria « Vive l'empereur !» à tue-tête. On peut penser si notre héros regarda de tous ses yeux, mais il ne vit que des généraux qui galopaient, suivis eux aussi d'une escorte. Les longues crinières pendantes que portaient à leur casque les dragons de la suite l'empêchèrent de distinguer les figures. Ainsi, je n'ai pu voir l'empereur sur un champ de bataille, à cause de ces maudits verres d'eau-de-vie. Cette réflexion le réveilla tout à fait. On redescendit dans un chemin rempli d'eau. Les chevaux voulurent boire. « C'est donc l'empereur qui a passé là ?» dit-il à son voisin. « Eh, certainement, celui qui n'avait pas d'habit brodé. »« Comment ne l'avez-vous pas vu ?» lui répondit le camarade avec bienveillance. Fabrice eut grande envie de galoper après l'escorte de l'empereur et de s'y incorporer. Quel bonheur de faire réellement la guerre à la suite de ce héros. C'était pour cela qu'il était venu en France. « J'en suis parfaitement le maître, » se dit-il, « car enfin, je n'ai d'autre raison pour faire le service que je fais que la volonté de mon cheval qui s'est mis à galoper pour suivre ses généraux. » Ce qui détermina Fabrice à rester, c'est que les hussards, ses nouveaux camarades, lui faisaient bonne mine. Il commençait à se croire l'ami intime de tous les soldats avec lesquels il galopait depuis quelques heures. Il voyait entre eux et lui cette noble amitié des héros du Tasse et de l'Arioste. S'il se joignait à l'escorte de l'empereur, il y aurait une nouvelle connaissance à faire. Peut-être même on lui ferait la mine, car ses autres cavaliers étaient des dragons et lui portait l'uniforme de hussard ainsi que tous ceux qui suivaient le maréchal. La façon dont on le regardait maintenant mit notre héros au comble du bonheur. Il eût fait tout au monde pour ses camarades. Son âme et son esprit étaient dans les nues. Tout lui semblait avoir changé de face depuis qu'il était avec des amis. Il mourait d'envie de faire des questions. « Mais je suis encore un peu ivre, » se dit-il. « Il faut que je me souvienne de la geôlière. » Il remarqua en sortant du chemin creux que l'escorte n'était plus avec le maréchal Ney. Le général qu'il suivait
était grand, mince, et avait la figure sèche et l'œil terrible. Ce général n'était autre que le comte d'A, le lieutenant Robert du 15 mai 1796. Quel bonheur il eût trouvé à voir Fabrice del Dongo. Il y avait déjà longtemps que Fabrice n'apercevait plus la terre volant en miettes noires sous l'action des boulets. On arriva derrière un régiment de cuirassiers, il entendit distinctement les Biscayens frapper sur les cuirasses et il vit tomber plusieurs hommes. Le soleil était déjà fort bas et il allait se coucher lorsque l'escorte, sortant d'un chemin creux, monta une petite pente de 3 ou 4 pieds pour entrer dans une terre labourée. Fabrice entendit un petit bruit singulier tout près de lui. Il tourna la tête. 4 hommes étaient tombés avec leurs chevaux. Le général lui-même avait été renversé. Mais il se relevait tout couvert de sang. Fabrice regardait les hussards jetés par terre. 3 faisaient encore quelques mouvements convulsifs. Le 4e criait « Tirez-moi de dessous !» Le maréchal des logis et 2 ou 3 hommes avaient mis pied à terre pour secourir le général qui, s'appuyant sur son aide de camp, essayait de faire quelques pas. Il cherchait à s'éloigner de son cheval qui se débattait, renversé par terre, et lançait des coups de pied furibonds. Le maréchal des logis s'approcha de Fabrice. À ce moment, notre héros entendit dire derrière lui et tout près de son oreille « C'est le seul qui puisse encore galoper !» Il se sentit saisir les pieds. On les élevait en même temps qu'on lui soutenait le corps par-dessous les bras. On le fit passer par-dessus la croupe de son cheval, puis on le laissa glisser jusqu'à terre, où il tomba assis. L'aide de camp prit le cheval de Fabrice par la bride. Le général, aidé par le maréchal des logis, monta et partit au galop. Il fut suivi rapidement par les 6 hommes qui restaient. Fabrice se releva furieux et se mit à courir après eux en criant « Ladri, ladri, voleur, voleur !» Il était plaisant de courir après des voleurs au milieu d'un champ de bataille. L'escorte et le général, comte d'A, disparurent bientôt derrière une rangée de saules. Fabrice, ivre de colère, arriva aussi à cette ligne de saules. Il se trouva tout contre un canal fort profond qu'il traversa, puis, arrivé de l'autre côté, il se remit à jurer en apercevant de nouveau, mais à une très grande distance, le général et l'escorte qui se perdaient dans les arbres. « Voleur, voleur !» cria-t-il maintenant en français. Désespéré, bien moins de la perte de son cheval que de la trahison, il se laissa tomber au bord du fossé, fatigué et mourant de faim. Si son beau cheval lui eût été enlevé par l'ennemi, il n'y eût pas songé, mais se voir trahir et voler par ce maréchal des logis qu'il aimait tant et par ces hussards qu'il regardait comme des frères, c'est ce qui lui brisait le cœur. Il ne pouvait se consoler de tant d'infamie, et, le dos appuyé contre un saule, il se mit à pleurer à chaudes larmes. Il défaisait un à un tous ces beaux rêves d'amitié chevaleresque et sublime, comme celle des héros de la Jérusalem délivrée. Voir arriver la mort n'était rien, entouré d'âmes héroïques et tendres, de nobles amis qui vous serrent la main au moment du dernier soupir. Mais garder son enthousiasme, entouré de vils fripons. Fabrice exagérait comme tout homme indigné. Au bout d'un quart d'heure d'attendrissement, il remarqua que les boulets commençaient à arriver jusqu'à la rangée d'arbres à l'ombre desquels il méditait. Il se leva et chercha à s'orienter. Il regardait ces prairies bordées par un large canal et la rangée de saules touffus. Il crut se reconnaître. Il aperçut un corps d'infanterie qui passait le fossé et entrait dans les prairies, à un quart de lieue en avant de lui. « J'allais m'endormir, se dit-il. Il s'agit de n'être pas prisonnier. » Et il se mit à marcher très vite. En avançant, il fut rassuré. Il reconnut l'uniforme, les régiments par lesquels il craignait d'être coupé étaient français. Il obliqua à droite pour les rejoindre. Après la douleur morale d'avoir été si indignement trahi et volé, il en était une autre qui, à chaque instant, se faisait sentir plus vivement. Il mourait de faim. Ce fut donc avec une joie extrême qu'après avoir marché, ou plutôt couru pendant 10 minutes, il s'aperçut que le corps d'infanterie, qui allait très vite aussi, s'arrêtait comme pour prendre position. Quelques minutes plus tard, il se trouvait au milieu des premiers soldats. « Camarades, pourriez-vous me vendre un morceau de pain ?»
Tiens, cet autre qui nous prend pour des boulangers. Ce mot dur et le ricanement général qui le suivit accablèrent Fabrice. La guerre n'était donc plus ce noble et commun élan d'âme amante de la gloire qu'il s'était figuré d'après les proclamations de Napoléon. Il s'assit, ou plutôt se laissa tomber sur le gazon. Il devint très pâle. Le soldat qui lui avait parlé et qui s'était arrêté à 10 pas pour nettoyer la batterie de son fusil avec son mouchoir, s'approcha et lui jeta un morceau de pain, puis, voyant qu'il ne le ramassait pas, le soldat lui mit un morceau de ce pain dans la bouche. Fabrice ouvrit les yeux et mangea ce pain sans avoir la force de parler. Quand enfin il chercha des yeux le soldat pour le payer, il se trouva seul. Les soldats les plus voisins de lui étaient éloignés de 100 pas et marchaient. Il se leva machinalement et les suivit. Il entra dans un bois. Il allait tomber de fatigue et cherchait déjà de l'œil une place commode, mais quelle ne fut pas sa joie en reconnaissant d'abord le cheval, puis la voiture, et enfin la cantinière du matin. Elle accourut à lui et fut effrayée de sa mine. « Marche encore, mon petit, lui dit-elle. Tu es donc blessé, et ton beau cheval ?» En parlant ainsi, elle le conduisait vers sa voiture, où elle le fit monter en le soutenant par-dessous les bras. À peine dans la voiture, notre héros, excédé de fatigue, s'endormit profondément. Chapitre 4. Rien ne put le réveiller, ni les coups de fusil tirés fort près de la petite charrette, ni le trot du cheval que la cantinière fouettait à tour de bras. Le régiment, attaqué à l'improviste par des nuées de cavalerie prussienne, après avoir cru à la victoire toute la journée, battait en retraite, ou plutôt s'enfuyait du côté de la France. Le colonel, beau jeune homme, bien ficelé, qui venait de succéder à Mâcon, fut sabré. Le chef de bataillon qui le remplaça dans le commandement, vieillard à cheveux blancs, fit faire halte au régiment. « Feu !» dit-il aux soldats. « Du temps de la République, on attendait pour filer d'y être forcé par l'ennemi. Défendez chaque pouce de terrain et faites-vous tuer !» s'écriait-il en jurant. « C'est maintenant le sol de la patrie que ces Prussiens veulent envahir. » La petite charrette s'arrêta. Fabrice se réveilla tout à coup. Le soleil était couché depuis longtemps. Il fut tout étonné de voir qu'il était presque nuit. Les soldats couraient de côté et d'autre dans une confusion qui surprit fort notre héros. Il trouva qu'ils avaient l'air penauds. « Qu'est-ce donc ?» dit-il à la cantinière. « Rien du tout. C'est que nous sommes flambés, mon petit. C'est la cavalerie des Prussiens qui nous sabre, rien que ça. Le bêta de général a d'abord cru que c'était la nôtre. Allons, vivement, aide-moi à réparer le trait de cocotte qui s'est cassé. » Quelques coups de fusil partirent à 10 pas de distance. Notre héros, frais et dispos, se dit « Mais réellement, pendant toute la journée, je ne me suis pas battu. J'ai seulement escorté un général. »« Il faut que je me batte, » dit-il à la cantinière. « Sois tranquille, tu te battras, et plus que tu ne voudras. Nous sommes perdus. »« Aubry, mon garçon, » cria-t-elle à un caporal qui passait, « regarde toujours de temps à autre où en est la petite voiture. » « Vous allez vous battre ?» dit Fabrice à Aubry. « Non, je vais mettre mes escarpins pour aller à la danse. »« Je vous suis. »« Je te recommande le petit hussard, » cria la cantinière. « Le jeune bourgeois a du cœur. » Le caporal Aubry marchait sans mot dire. 8 ou 10 soldats le rejoignirent en courant. Il les conduisit derrière un gros chêne entouré de ronces. Arrivé là, il les plaça au bord du bois, toujours sans mot dire, sur une ligne fort étendue. Chacun était au moins à 10 pas de son voisin. « Ah ça, vous autres, » dit le caporal, et c'était la première fois qu'il parlait. « N'allez pas faire feu avant l'ordre. Songez que vous n'avez plus que 3 cartouches. » « Mais que se passe-t-il donc ?» se demandait Fabrice. Enfin, quand il se trouva seul avec le caporal, il lui dit « Je n'ai pas de fusil. Tais-toi d'abord. Avance-toi là, à 50 pas en avant du bois. Tu trouveras quelqu'un des pauvres soldats du régiment qui viennent d'être sabrés. Tu lui prendras sa giberne et son fusil. Ne va pas dépouiller un blessé, au moins. Prends le fusil et la giberne d'un qui soit bien mort. Et dépêche-toi, pour ne pas recevoir les coups de fusil de nos gens.
Fabrice partit en courant et revint bien vite avec un fusil et une giberne. « Charge ton fusil et mets-toi là, derrière cet arbre. Et surtout, ne va pas tirer avant l'ordre que je t'en donnerai. »« Dieu de Dieu !» dit le caporal en s'interrompant. « Il ne sait pas même charger son arme. » Il aida Fabrice en continuant son discours. « Si un cavalier ennemi galope sur toi pour te sabrer, tourne autour de ton arbre et ne lâche ton coup qu'à bout portant, quand ton cavalier sera à 3 pas de toi. Il faut presque que ta baïonnette touche son uniforme. »« Jette donc ton grand sabre !» s'écria le caporal. « Veux-tu qu'il te fasse tomber ? Nom de Dieu ! Quel soldat on nous donne maintenant !» En parlant ainsi, il prit lui-même le sabre qu'il jeta au loin avec colère. « Toi, essuie la pierre de ton fusil avec ton mouchoir. Mais as-tu jamais tiré un coup de fusil ?»« Je suis chasseur. »« Dieu soit loué, reprit le caporal avec un gros soupir. Surtout, ne tire pas avant l'ordre que je te donnerai. » Et il s'en alla. Fabrice était tout joyeux. « Enfin, je vais me battre réellement, se disait-il. Tuer un ennemi. Ce matin, il nous envoyait des boulets, et moi, je ne faisais rien que m'exposer à être tué. Métier de dupe. » Il regardait de tous côtés avec une extrême curiosité. Au bout d'un moment, il entendit partir 7 à 8 coups de fusil tout près de lui, mais, ne recevant point d'ordre de tirer, il se tenait tranquille derrière son arbre. Il était presque nuit. Il lui semblait être à l'espère, à la chasse de l'ours, dans la montagne de la Tramésina, au-dessus de Grianta. Il lui vint une idée de chasseur. Il prit une cartouche dans sa giberne et en détacha la balle. « Si je le vois, dit-il, il ne faut pas que je le manque. » Et il fit couler cette seconde balle dans le canon de son fusil. Il entendit tirer 2 coups de feu tout à côté de son arbre. En même temps, il vit un cavalier vêtu de bleu qui passait au galop devant lui, se dirigeant de sa droite à sa gauche. « Il n'est pas à 3 pas, se dit-il, mais à cette distance, je suis sûr de mon coup. » Il suivit bien le cavalier du bout de son fusil et enfin pressa la détente. Le cavalier tomba avec son cheval. Notre héros se croyait à la chasse. Il courut tout joyeux sur la pièce qu'il venait d'abattre. Il touchait déjà l'homme qui lui semblait mourant lorsqu'avec une rapidité incroyable, 2 cavaliers prussiens arrivèrent sur lui pour le sabrer. Fabrice se sauva à toutes jambes vers le bois. Pour mieux courir, il jeta son fusil. Les cavaliers prussiens n'étaient plus qu'à 3 pas de lui lorsqu'il atteignit une nouvelle plantation de petits chênes gros comme le bras et bien droits qui bordaient le bois. Ces petits chênes arrêtèrent un instant les cavaliers, mais ils passèrent et se remirent à poursuivre Fabrice dans une clairière. De nouveau, ils étaient près de l'atteindre lorsqu'il se glissa entre 7 à 8 gros arbres. À ce moment, il eut presque la figure brûlée par la flamme de 5 ou 6 coups de fusil qui partirent en avant de lui. Il baissa la tête. Comme il la relevait, il se trouva vis-à-vis du caporal. « Tu as tué le tien ?» lui dit le caporal Aubry. « Oui, mais j'ai perdu mon fusil. »« Ce n'est pas les fusils qui nous manquent. Tu es un bon bougre. Malgré ton air cornichon, tu as bien gagné ta journée. Et ces soldats-ci viennent de manquer ces 2 qui te poursuivaient et venaient droit à eux. Moi, je ne les voyais pas. Il s'agit maintenant de filer rondement. Le régiment doit être à un demi-quart de lieue. Et de plus, il y a un petit bout de prairie où nous pouvons être ramassés au demi-cercle. » Tout en parlant, le caporal marchait rapidement à la tête de ses 10 hommes. À 200 pas de là, en entrant dans la petite prairie dont il avait parlé, on rencontra un général blessé qui était porté par son aide de camp et par un domestique. « Vous allez me donner 4 hommes, dit-il au caporal d'une voix éteinte. Il s'agit de me transporter à l'ambulance. J'ai la jambe fracassée. »« Va te faire foutre, répondit le caporal, toi et tous les généraux. Vous avez tous trahi l'empereur aujourd'hui. »« Comment ?» dit le général en fureur. « Vous méconnaissez mes ordres ? Savez-vous que je suis le général Comte B, commandant votre division, etc. » Il fit des phrases. L'aide de camp se jeta sur les soldats. Le caporal lui lança un coup de baïonnette dans le bras, puis fila avec ses hommes en doublant le pas. « Puissent-ils être tous comme toi ?» répétait le caporal en jurant. « Les bras et les jambes fracassés. Tas de freluquets, tous vendus aux Bourbons et trahissant l'empereur. »
Fabrice écoutait avec saisissement cette affreuse accusation. Vers les 10 heures du soir, la petite troupe rejoignit le régiment à l'entrée d'un gros village, qui formait plusieurs rues fort étroites, mais Fabrice remarqua que le caporal Aubry évitait de parler à aucun des officiers. « Impossible d'avancer !» s'écria le caporal. Toutes ces rues étaient encombrées d'infanterie, de cavaliers et surtout de caissons d'artillerie et de fourgons. Le caporal se présenta à l'issue de 3 de ces rues. Après avoir fait 20 pas, il fallait s'arrêter. Tout le monde jurait et se fâchait. « Encore quelques traites qui commandent !» s'écria le caporal. « Si l'ennemi a l'esprit de tourner le village, nous sommes tous prisonniers comme des chiens. Suivez-moi, vous autres !» Fabrice regarda. Il n'y avait plus que 6 soldats avec le caporal. Par une grande porte ouverte, ils entrèrent dans une vaste basse-cour. De la basse-cour, ils passèrent dans une écurie, dont la petite porte leur donna entrée dans un jardin. Ils s'y perdirent un moment, errant de côté et d'autre. Mais enfin, en passant une haie, ils se trouvèrent dans une vaste pièce de blé noir. En moins d'une demi-heure, guidés par les cris et le bruit confus, ils eurent regagné la grande route au-delà du village. Les fossés de cette route étaient remplis de fusils abandonnés. Fabrice en choisit un, mais la route, quoique fort large, était tellement encombrée de fuyards et de charrettes qu'en une demi-heure de temps, à peine si le caporal et Fabrice avaient avancé de 500 pas. On disait que cette route conduisait à Charleroi. Comme 11 heures sonnaient à l'horloge du village, « Prenons de nouveau à travers champs !» s'écria le caporal. La petite troupe n'était plus composée que de 3 soldats, le caporal et Fabrice. Quand on fut à un quart de lieue de la grande route, « Je n'en puis plus !» dit un des soldats. « Et moi, tout !» dit un autre. « Belle nouvelle ! Nous en sommes tous logés là !» dit le caporal. « Mais obéissez-moi, et vous vous en trouverez bien. » Il vit 5 ou 6 arbres le long d'un petit fossé au milieu d'une immense pièce de blé. « Aux arbres !» dit-il à ses hommes. « Couchez-vous là !» ajouta-t-il quand on y fut arrivé. « Et surtout, pas de bruit. Mais avant de s'endormir, qui est-ce qui a du pain ?»« Moi !» dit un des soldats. « Donne !» dit le caporal d'un air magistral. Il divisa le pain en 5 morceaux et prit le plus petit. « Un quart d'heure avant le point du jour, dit-il en mangeant, vous allez avoir sur le dos la cavalerie ennemie. Il s'agit de ne pas se laisser sabrer. Un seul est flambé, avec de la cavalerie sur le dos, dans ces grandes plaines. 5, au contraire, peuvent se sauver. Restez avec moi bien unis, ne tirez qu'à bout portant, et demain soir, je me fais fort de vous rendre à Charleroi. » Le caporal les éveilla 1 heure avant le jour. Il leur fit renouveler la charge de leurs armes. Le tapage sur la grande route continuait et avait duré toute la nuit. C'était comme le bruit d'un torrent entendu dans le lointain. « Ce sont comme des moutons qui se sauvent, » dit Fabrice au caporal d'un air naïf. « Veux-tu bien te taire, Blanc-bec ?» dit le caporal indigné. Et les 3 soldats qui composaient toute son armée avec Fabrice regardèrent celui-ci d'un air de colère, comme s'il eût blasphémé. Il avait insulté la nation. « Voilà qui est fort, pensa notre héros. J'ai déjà remarqué cela chez le vice-roi à Milan. Il ne fuit pas, non ? Avec ces Français, il n'est pas permis de dire la vérité quand elle choque leur vanité. Mais quant à leur air méchant, je m'en moque. Et il faut que je le leur fasse comprendre. » On marchait toujours à 500 pas de ce torrent de fuyards qui couvrait la grande route. À 1 lieue de là, le caporal et sa troupe traversèrent un chemin qui allait rejoindre la route et où beaucoup de soldats étaient couchés. Fabrice acheta un cheval assez bon qui lui coûta 40 francs, et parmi tous les sabres jetés de côté et d'autre, il choisit avec soin un grand sabre droit. « Puisqu'on dit qu'il faut piquer, pensa-t-il, celui-ci est le meilleur. » Ainsi équipé, il mit son cheval au galop et rejoignit bientôt le caporal qui avait pris les devants. Il s'affermit sur ses étriers, prit de la main gauche le fourreau de son sabre droit et dit aux 4 Français : « Ces gens qui se sauvent sur la grande route ont l'air d'un troupeau de moutons. Ils marchent comme des moutons effrayés. » Fabrice avait beau appuyer sur le mot « mouton », ses camarades ne se souvenaient plus d'avoir été fâchés par ce mot 1 heure auparavant. Ici se trahit un des contrastes des caractères italiens et français. Le français est sans doute le plus heureux.
Il glisse sur les événements de la vie et ne garde pas rancune. Nous ne cacherons pas que Fabrice fut très satisfait de sa personne après avoir parlé des moutons. On marchait en faisant la petite conversation. À 2 lieues de là, le caporal, toujours fort étonné de ne point voir la cavalerie ennemie, dit à Fabrice : « Vous êtes notre cavalerie. Galopez vers cette ferme, sur ce petit tertre. Demandez au paysan s'il veut nous vendre à déjeuner. Dites bien que nous ne sommes que 5. S'il hésite, donnez-lui 5 francs d'avance de votre argent, mais soyez tranquille, nous reprendrons la pièce blanche après le déjeuner. » Fabrice regarda le caporal. Il vit en lui une gravité imperturbable et vraiment l'air de la supériorité morale. Il obéit. Tout se passa comme l'avait prévu le commandant en chef. Seulement Fabrice insista pour qu'on ne reprît pas de vive force les 5 francs qu'il avait donnés aux paysans. « L'argent est à moi, dit-il à ses camarades. Je ne paye pas pour vous, je paye pour l'avoine qu'il a donnée à mon cheval. » Fabrice prononçait si mal le français que ses camarades crurent voir dans ses paroles un ton de supériorité. Ils furent vivement choqués, et dès lors, dans leur esprit, un duel se prépara pour la fin de la journée. Ils le trouvaient fort différent d'eux-mêmes, ce qui les choquait. Fabrice, au contraire, commençait à se sentir beaucoup d'amitié pour eux. On marchait sans rien dire depuis 2 heures, lorsque le caporal, regardant la grande route, s'écria avec un transport de joie : « Voici le régiment !» On fut bientôt sur la route, mais, hélas, autour de l'Aigle, il n'y avait pas 200 hommes. L'œil de Fabrice eut bientôt aperçu la vivandière. Elle marchait à pied, avait les yeux rouges et pleurait de temps à autre. Ce fut en vain que Fabrice chercha la petite charrette et Cocotte. « Pillé, perdu, volé !» s'écria la vivandière, répondant au regard de notre héros. Celui-ci, sans mot dire, descendit de son cheval, le prit par la bride et dit à la vivandière : « Montez !» Elle ne se le fit pas dire 2 fois. « Raccourcis-moi les étriers, fit-elle. Une fois bien établie à cheval, elle se mit à raconter à Fabrice tous les désastres de la nuit. Après un récit d'une longueur infinie, mais avidement écouté par notre héros qui, à dire vrai, ne comprenait rien à rien, mais avait une tendre amitié pour la vivandière, celle-ci ajouta : « Et dire que ce sont les Français qui m'ont pillé, battu, abîmé ?»« Comment ? Ce ne sont pas les ennemis ?» dit Fabrice d'un air naïf, qui rendait charmante sa belle figure grave et pâle. « Que tu es bête, mon pauvre petit !» dit la vivandière, souriant au milieu de ses larmes. « Et quoi que ça, tu es bien gentil. » « Et tel que vous le voyez, il a fort bien descendu son Prussien, » dit le caporal Aubry, qui, au milieu de la cohue générale, se trouvait par hasard de l'autre côté du cheval monté par la cantinière. « Mais il est fier, » continua le caporal. Fabrice fit un mouvement. « Et comment t'appelles-tu » continua le caporal. « Car enfin, s'il y a un rapport, je veux te nommer. »« Je m'appelle Vasy, » répondit Fabrice, faisant une mine singulière. « C'est-à-dire Boulot, » ajouta-t-il, se reprenant vivement. Boulot avait été le nom du propriétaire de la feuille de route que la geôlière de B lui avait remise. L'avant-veille, il l'avait étudiée avec soin, tout en marchant, car il commençait à réfléchir quelque peu et n'était plus si étonné des choses. Outre la feuille de route du hussard Boulot, il conservait précieusement le passeport italien d'après lequel il pouvait prétendre au noble nom de Vasy, marchand de baromètres. Quand le caporal lui avait reproché d'être fier, il avait été sur le point de répondre « Moi, fier ? Moi, Fabrice Valsera, Marchesino del Dongo, qui consent à porter le nom d'un Vasy, marchand de baromètres ?» Pendant qu'il faisait des réflexions et qu'il se disait « Il faut bien me rappeler que je m'appelle Boulot, ou gare la prison dont le sort me menace. » Le caporal et la cantinière avaient échangé plusieurs mots sur son compte. « Ne m'accusez pas d'être une curieuse, » lui dit la cantinière en cessant de le tutoyer. « C'est pour votre bien que je vous fais des questions. Qui êtes-vous, là, réellement ?» Fabrice ne répondit pas d'abord. Il considérait que jamais il ne pourrait trouver d'amis plus dévoués pour leur demander conseil,
et il avait un pressant besoin de conseils. « Nous allons entrer dans une place de guerre. Le gouverneur voudra savoir qui je suis, et gare la prison si je fais voir, par mes réponses, que je ne connais personne au 4e régiment de hussards dont je porte l'uniforme. » En sa qualité de sujet de l'Autriche, Fabrice savait toute l'importance qu'il faut attacher à un passeport. Les membres de sa famille, quoique nobles et dévots, quoique appartenant au parti vainqueur, avaient été vexés plus de 20 fois à l'occasion de leur passeport. Il ne fut donc nullement choqué de la question que lui adressait la cantinière. Mais comme, avant que de répondre, il cherchait les mots français les plus clairs, la cantinière, piquée d'une vive curiosité, ajouta pour l'engager à parler. « Le caporal Aubry et moi, nous allons vous donner de bons avis pour vous conduire. » « Je n'en doute pas, » répondit Fabrice. « Je m'appelle Vazy et je suis de Gênes. Ma sœur, célèbre par sa beauté, a épousé un capitaine. Comme je n'ai que 17 ans, elle me faisait venir auprès d'elle pour me faire voir la France et me former un peu. Ne la trouvant pas à Paris et sachant qu'elle était à cette armée, j'y suis venu. Je l'ai cherchée de tous les côtés sans pouvoir la trouver. Les soldats, étonnés de mon accent, m'ont fait arrêter. J'avais de l'argent alors. J'en ai donné au gendarme, qui m'a remis une feuille de route, un uniforme, et m'a dit « File et jure-moi de ne jamais prononcer mon nom. » « Comment s'appelait-il » dit la cantinière. « J'ai donné ma parole, » dit Fabrice. « Il a raison, » reprit le caporal. « Le gendarme est un gredin, mais le camarade ne doit pas le nommer. Et comment s'appelle-t-il, ce capitaine, mari de votre sœur ? Si nous savons son nom, nous pourrons le chercher. » « Tellier, capitaine au 4e de hussards, » répondit notre héros. « Ainsi, » dit le caporal avec assez de finesse, « à votre accent étranger, les soldats vous prirent pour un espion ?»« C'est là le mot infâme, » s'écria Fabrice, les yeux brillants. « Moi qui aime tant l'empereur et les Français, et c'est par cette insulte que je suis le plus vexé. »« Il n'y a pas d'insulte, voilà ce qui vous trompe. L'erreur des soldats était fort naturelle, » reprit gravement le caporal Aubry. Alors il lui expliqua avec beaucoup de pédanterie qu'à l'armée, il faut appartenir à un corps et porter un uniforme, faute de quoi il est tout simple qu'on vous prenne pour un espion. L'ennemi nous en lâche beaucoup. Tout le monde trahit dans cette guerre. Les écailles tombèrent des yeux de Fabrice. Il comprit pour la première fois qu'il avait tort dans tout ce qui lui arrivait depuis 2 mois. « Mais il faut que le petit nous raconte tout, » dit la cantinière, dont la curiosité était de plus en plus excitée. Fabrice obéit. Quand il eut fini, « Au fait, » dit la cantinière, parlant d'un air grave au caporal, « cet enfant n'est point militaire. Nous allons faire une vilaine guerre maintenant que nous sommes battus et trahis. Pourquoi se ferait-il casser les os gratis, pro deo ?»« Et même, » dit le caporal, « qu'il ne sait pas charger son fusil. Ni en 12 temps, ni à volonté. C'est moi qui ai chargé le coup qui a descendu le Prussien. »« De plus, il montre son argent à tout le monde, » ajouta la cantinière. « Il sera volé de tout dès qu'il ne sera plus avec nous. »« Le premier sous-officier de cavalerie qu'il rencontre, » dit le caporal, « le confisque à son profit pour se faire payer la goutte. Et peut-être on le recrute pour l'ennemi, car tout le monde trahit. Le premier venu va lui ordonner de le suivre, et il le suivra. Il ferait mieux d'entrer dans notre régiment. »« Non pas, s'il vous plaît, caporal, » s'écria vivement Fabrice. « Il est plus commode d'aller à cheval, et d'ailleurs, je ne sais pas charger un fusil. Et vous avez vu que je manie un cheval. » Fabrice fut très fier de ce petit discours. Nous ne rendons pas compte de la longue discussion sur sa destinée future qui eut lieu entre le caporal et la cantinière. Fabrice remarqua qu'en discutant, ces gens répétaient 3 ou 4 fois toutes les circonstances de son histoire. Les soupçons des soldats, le gendarme lui vendant une feuille de route et un uniforme, la façon dont la veille il s'était trouvé faire partie de l'escorte du maréchal, l'empereur vu au galop, le cheval Escoffier, etc. Avec une curiosité de femme, la cantinière revenait sans cesse sur la façon dont on l'avait dépossédée du bon cheval qu'elle lui avait fait acheter. « Tu t'es senti saisir par les pieds ? On t'a fait passer doucement par-dessus la queue de ton cheval et l'on t'a assis par terre. » « Pourquoi répéter si souvent ?» se disait Fabrice. « Ce que nous connaissons tous 3 parfaitement bien. »
Il ne savait pas encore que c'est ainsi qu'en France les gens du peuple vont à la recherche des idées. « Combien as-tu d'argent » lui dit tout à coup la cantinière. Fabrice n'hésita pas à répondre. Il était sûr de la noblesse d'âme de cette femme. C'est là le beau côté de la France. En tout, il peut me rester 30 napoléons en or et 8 ou 10 écus de 5 francs. En ce cas, tu as le champ libre, s'écria la cantinière. Tire-toi du milieu de cette armée en déroute. Jette-toi de côté. Prends la première route un peu frayée que tu trouveras là, sur ta droite. Pousse ton cheval ferme, toujours t'éloignant de l'armée. À la première occasion, achète des habits de Pékin. Quand tu seras à 8 ou 10 lieues et que tu ne verras plus de soldats, prends la poste et va te reposer 8 jours et manger des beefsteaks dans quelque bonne ville. Ne dis jamais à personne que tu as été à l'armée. Les gendarmes te ramasseraient comme déserteur. Et, quoique tu sois bien gentil, mon petit, tu n'es pas encore assez futé pour répondre à des gendarmes. Dès que tu auras sur le dos des habits de bourgeois, déchire ta feuille de route en 1000 morceaux et reprends ton nom véritable. Dis que tu es Vasy. Et d'où devra-t-il dire qu'il vient fit-elle au caporal. De Cambrai, sur l'Escaut. C'est une bonne ville toute petite, entends-tu? Et où il y a une cathédrale et Fénelon. C'est ça, dit la cantinière. Ne dis jamais que tu as été à la bataille. Ne souffle mot de B, ni du gendarme qui t'a vendu la feuille de route. Quand tu voudras rentrer à Paris, rends-toi d'abord à Versailles et passe la barrière de Paris de ce côté-là en flânant, en marchant à pied comme un promeneur. Couds tes Napoléons dans ton pantalon. Et surtout, quand tu as à payer quelque chose, ne montre tout juste que l'argent qu'il faut pour payer. Ce qui me chagrine, c'est qu'on va t'empaumer, on va te chipper tout ce que tu as. Et que feras-tu une fois sans argent? Toi qui ne sais pas te conduire, etc. La bonne cantinière parla longtemps encore. Le caporal appuyait ses avis par des signes de tête, ne pouvant trouver jour à saisir la parole. Tout à coup, cette foule qui couvrait la grande route, d'abord, doubla le pas. Puis, en un clin d'œil, passa le petit fossé qui bordait la route à gauche, et se mit à fuir à toutes jambes. « Les Cosaques! Les Cosaques !» criait-on de tous les côtés. « Reprends ton cheval !» s'écria la cantinière. « Dieu m'en garde !» dit Fabrice. « Galopez, fuyez, je vous le donne. Voulez-vous de quoi racheter une petite voiture? La moitié de ce que j'ai est à vous. »« Reprends ton cheval, te dis-je !» s'écria la cantinière en colère. Et elle se mettait en devoir de descendre. Fabrice tira son sabre. « Tenez-vous bien !» lui cria-t-il, et il donna 2 ou 3 coups de plat de sabre au cheval, qui prit le galop et suivit les fuyards. Notre héros regarda la grande route. Naguère 3 ou 4 000 individus s'y pressaient, serrés comme des paysans à la suite d'une procession. Après le mot « cosaque », il n'y vit exactement plus personne. Les fuyards avaient abandonné des shakos, des fusils, des sabres, etc. Fabrice, étonné, monta dans un champ à droite du chemin, et qui était élevé de 20 ou 30 pieds. Il regarda la grande route des 2 côtés et la plaine. Il ne vit pas trace de Cosaques. « Drôle de gens, que c'est français, se dit-il. Puisque je dois aller sur la droite, pensa-t-il, autant vaut marcher tout de suite. Il est possible que ces gens aient pour courir une raison que je ne connais pas. Il ramassa un fusil, vérifia qu'il était chargé, remua la poudre de l'amorce, nettoya la pierre, puis choisit une giberne bien garnie et regarda encore de tous les côtés. Il était absolument seul au milieu de cette plaine naguère si couverte de monde. Dans l'extrême lointain, il voyait les fuyards qui commençaient à disparaître derrière les arbres et couraient toujours. « Voilà qui est bien singulier », se dit-il. Et, se rappelant la manœuvre employée la veille par le caporal, il alla s'asseoir au milieu d'un champ de blé. Il ne s'éloignait pas, parce qu'il désirait revoir ses bons amis, la cantinière et le caporal Aubry. Dans ce blé, il vérifia qu'il n'avait plus que 18 Napoléons au lieu de 30 comme il le pensait. Mais il lui restait de petits diamants qu'il avait placés dans la doublure des bottes du hussard, le matin, dans la chambre de la geôlière à B. Il cacha ses Napoléons du mieux qu'il put, tout en réfléchissant profondément à cette disparition si soudaine. « Cela est-il d'un mauvais présage pour moi ?» se disait-il. Son principal chagrin était de ne pas avoir adressé cette question au caporal Aubry.
Ai-je réellement assisté à une bataille ? Il lui semblait que oui, et il eût été au comble du bonheur, s'il en eût été certain. Toutefois, se dit-il, j'y ai assisté portant le nom d'un prisonnier. J'avais la feuille de route d'un prisonnier dans ma poche. Et, bien plus, son habit sur moi. Voilà qui est fatal pour l'avenir. Qu'en eût dit l'abbé Blanès ? Et ce malheureux Boulot est mort en prison. Tout cela est de sinistre augure. Le destin me conduira en prison. Fabrice eût donné tout au monde pour savoir si le hussard Boulot était réellement coupable. En rappelant ses souvenirs, il lui semblait que la geôlière de B lui avait dit que le hussard avait été ramassé non seulement pour des couverts d'argent, mais encore pour avoir volé la vache d'un paysan et battu le paysan à toute outrance. Fabrice ne doutait pas qu'il ne fût mis un jour en prison pour une faute qui aurait quelque rapport avec celle du hussard Boulot. Il pensait à son ami le curé Blanès. Que n'eût-il pas donné pour pouvoir le consulter ? Puis il se rappela qu'il n'avait pas écrit à sa tante depuis qu'il avait quitté Paris. « Pauvre Gina !» se dit-il, et il avait les larmes aux yeux, lorsque tout à coup il entendit un petit bruit tout près de lui. C'était un soldat qui faisait manger le blé par 3 chevaux auxquels il avait ôté la bride, et qui semblaient morts de faim. Il les tenait par le bridon. Fabrice se leva comme un perdreau. Le soldat eut peur. Notre héros le remarqua et céda au plaisir de jouer un instant le rôle de hussard. « Un de ces chevaux m'appartient !» s'écria-t-il. « Mais je veux bien te donner 5 francs pour la peine que tu as prise de me l'amener ici. »« Est-ce que tu te fiches de moi ?» dit le soldat. Fabrice le mit en joue à 6 pas de distance. « Lâche le cheval ou je te brûle !» Le soldat avait son fusil en bandoulière. Il donna un tour d'épaule pour le reprendre. « Si tu fais le plus petit mouvement, tu es mort !» s'écria Fabrice en lui courant dessus. « Eh bien, donnez les 5 francs et prenez un des chevaux !» dit le soldat confus, après avoir jeté un regard de regret sur la grande route où il n'y avait absolument personne. Fabrice, tenant son fusil haut de la main gauche, de la droite lui jeta 3 pièces de 5 francs. « Descends ou tu es mort. Bride le noir et va-t'en plus loin avec les 2 autres. Je te brûle si tu remues. » Le soldat obéit en rechignant. Fabrice s'approcha du cheval et passa la bride dans son bras gauche sans perdre de vue le soldat qui s'éloignait lentement. Quand Fabrice le vit à une 50aine de pas, il sauta lestement sur le cheval. Il y était à peine et cherchait l'étrier de droite avec le pied lorsqu'il entendit siffler une balle de fort près. C'était le soldat qui lui lâchait son coup de fusil. Fabrice, transporté de colère, se mit à galoper sur le soldat qui s'enfuit à toutes jambes. Et bientôt Fabrice le vit monté sur un de ses 2 chevaux et galopant. « Bon, le voilà hors de portée, » se dit-il. Le cheval qu'il venait d'acheter était magnifique, mais paraissait mourant de faim. Fabrice revint sur la grande route, où il n'y avait toujours âme qui vive. Il la traversa et mit son cheval au trot pour atteindre un petit pli de terrain sur la gauche, où il espérait retrouver la cantinière. Mais quand il fut au sommet de la petite montée, il n'aperçut, à plus d'1 lieue de distance, que quelques soldats isolés. « Il est écrit que je ne la reverrai plus, » se dit-il avec un soupir. « Brave et bonne femme !» Il gagna une ferme qu'il apercevait dans le lointain et sur la droite de la route. Sans descendre de cheval, et après avoir payé d'avance, il fit donner de l'avoine à son pauvre cheval, tellement affamé qu'il mordait la mangeoire. 1 heure plus tard, Fabrice trottait sur la grande route, toujours dans le vague espoir de retrouver la cantinière, ou du moins le caporal Aubry. Allant toujours et regardant de tous les côtés, il arriva à une rivière marécageuse traversée par un pont en bois assez étroit. Avant le pont, sur la droite de la route, était une maison isolée portant l'enseigne du Cheval Blanc. « Là, je vais dîner », se dit Fabrice. Un officier de cavalerie, avec le bras en écharpe, se trouvait à l'entrée du pont. Il était à cheval et avait l'air fort triste. À 10 pas de lui, 3 cavaliers à pied arrangeaient leurs pipes. « Voilà des gens, » se dit Fabrice, « qui m'ont bien la mine de vouloir m'acheter mon cheval encore moins cher qu'il ne m'a coûté. » L'officier blessé et les 3 piétons le regardaient venir et semblaient l'attendre. « Je devrais bien ne pas passer sur ce pont et suivre le bord de la rivière à droite.
Ce serait la route conseillée par la cantinière pour sortir d'embarras. Oui, se dit notre héros, mais si je prends la fuite, demain j'en serai tout honteux. D'ailleurs, mon cheval a de bonnes jambes. Celui de l'officier est probablement fatigué. S'il entreprend de me démonter, je galoperai. En faisant ces raisonnements, Fabrice rassemblait son cheval et s'avançait au plus petit pas possible. « Avancez donc, hussard !» lui cria l'officier d'un air d'autorité. Fabrice avança quelques pas et s'arrêta. « Voulez-vous me prendre mon cheval ?» cria-t-il. « Pas le moins du monde. Avancez !» Fabrice regarda l'officier. Il avait des moustaches blanches et l'air le plus honnête du monde. Le mouchoir qui soutenait son bras gauche était plein de sang, et sa main droite aussi était enveloppée d'un linge sanglant. « Ce sont les piétons qui vont sauter à la bride de mon cheval, » se dit Fabrice. Mais, en y regardant de près, il vit que les piétons aussi étaient blessés. « Au nom de l'honneur, » lui dit l'officier qui portait les épaulettes de colonel, « restez ici en vedette et dites à tous les dragons, chasseurs et hussards que vous verrez que le colonel, le baron, est dans l'auberge que voilà, et que je leur ordonne de venir me joindre. » Le vieux colonel avait l'air navré de douleur. Dès le premier mot, il avait fait la conquête de notre héros, qui lui répondit avec bon sens. « Je suis bien jeune, monsieur, pour que l'on veuille m'écouter. Il faudrait un ordre écrit de votre main. »« Il a raison, » dit le colonel en le regardant beaucoup. « Écris l'ordre, Larose, toi qui as une main droite. » Sans rien dire, Larose tira de sa poche un petit livret de parchemin, écrivit quelques lignes et, déchirant une feuille, la remit à Fabrice. Le colonel répéta l'ordre à celui-ci, ajoutant qu'après 2 heures de faction, il serait relevé, comme de juste, par un des 3 cavaliers blessés qui étaient avec lui. Cela dit, il entra dans l'auberge avec ses hommes. Fabrice les regardait marcher et restait immobile au bout de son pont de bois, tant il avait été frappé par la douleur morne et silencieuse de ces 3 personnages. « On dirait des génies enchantés, » se dit-il. Enfin, il ouvrit le papier plié et lut l'ordre ainsi conçu. « Le colonel le baron, du 6e dragon, commandant la 2e brigade de la 1re division de cavalerie du 14e corps, ordonne à tout cavalier, dragon, chasseur et hussard de ne point passer le pont et de le rejoindre à l'auberge du Cheval Blanc, près le pont, où est son quartier général. Au quartier général, près le pont de la Sainte, le 19 juin 1815. Pour le colonel le baron, blessé au bras droit, et par son ordre, le maréchal des logis. Larose. Il y avait à peine une demi-heure que Fabrice était en sentinelle au pont, quand il vit arriver 6 chasseurs montés et 3 à pied. Il leur communique l'ordre du colonel. « Nous allons revenir, » disent 4 des chasseurs montés, et ils passent le pont au grand trot. Fabrice parlait alors aux 2 autres. Durant la discussion qui s'animait, les 3 hommes à pied passent le pont. Un des 2 chasseurs montés, qui restait, finit par demander à revoir l'ordre, et l'emporte en disant « Je vais le porter à mes camarades, qui ne manqueront pas de revenir. Attends-les fermes. » Et il part au galop. Son camarade le suit. Tout cela fut fait en un clin d'œil. Fabrice, furieux, appela un des soldats blessés, qui parut à une des fenêtres du Cheval Blanc. Ce soldat, auquel Fabrice vit des galons de maréchal des logis, descendit et lui cria en s'approchant. « Sabre à la main, donc! Vous êtes en faction !» Fabrice obéit, puis il dit « Ils ont emporté l'ordre. »« Ils ont de l'humeur de l'affaire d'hier, » reprit l'autre d'un air morne. « Je vais vous donner un de mes pistolets. Si l'on force de nouveau la consigne, tirez-le en l'air. Je viendrai. Ou le colonel lui-même paraîtra. » Fabrice avait fort bien vu un geste de surprise chez le maréchal des logis à l'annonce de l'ordre enlevé. Il comprit que c'était une insulte personnelle qu'on lui avait faite et se promit bien de ne plus se laisser jouer. Armé du pistolet d'arçon du maréchal des logis, Fabrice avait repris fièrement sa faction lorsqu'il vit arriver à lui 7 hussards montés. Ils s'étaient placés de façon à barrer le pont. Il leur communique l'ordre du colonel. Ils en ont l'air fort contrariés. Le plus hardi cherche à passer. Fabrice, suivant le sage précepte de son ami la vivandière qui, la veille au matin, lui disait qu'il fallait piquer et non sabrer, abaisse la pointe de son grand sabre droit
et fait mine d'en porter un coup à celui qui veut forcer la consigne. « Ah, il veut nous tuer, le blanc-bec !» s'écrient les hussards, « comme si nous n'avions pas été assez tués hier !» Tous tirent leurs sabres à la fois et tombent sur Fabrice. Il se crut mort, mais il songea à la surprise du maréchal des logis et ne voulut pas être méprisé de nouveau. Tout en reculant sur son pont, il tâchait de donner des coups de pointe. Il avait une si drôle de mine en maniant ce grand sabre droit de grosse cavalerie, beaucoup plus lourd pour lui, que les hussards virent bientôt à qui ils avaient affaire. Ils cherchèrent alors non pas à le blesser, mais à lui couper son habit sur le corps. Fabrice reçut ainsi 3 ou 4 petits coups de sabre sur les bras. Pour lui, toujours fidèle aux préceptes de la cantinière, il lançait de tout son cœur fort ce coup de pointe. Par malheur, un de ces coups de pointe blessa un hussard à la main. Fort en colère d'être touché par un tel soldat, il riposta par un coup de pointe à fond qui atteignit Fabrice en haut de la cuisse. Ce qui fit porter le coup, c'est que le cheval de notre héros, loin de fuir la bagarre, semblait y prendre plaisir et se jeter sur les assaillants. Ceux-ci, voyant couler le sang de Fabrice le long de son bras droit, craignirent d'avoir poussé le jeu trop avant, et, le poussant vers le parapet gauche du pont, partirent au galop. Dès que Fabrice eut un moment de loisir, il tira en l'air son coup de pistolet pour avertir le colonel. 4 hussards montés et 2 à pied, du même régiment que les autres, venaient vers le pont et en étaient encore à 200 pas lorsque le coup de pistolet partit. Ils regardaient fort attentivement ce qui se passait sur le pont, et s'imaginant que Fabrice avait tiré sur leur camarade, les 4 à cheval fondirent sur lui, au galop, et le sabre haut. C'était une véritable charge. Le colonel le baron, averti par le coup de pistolet, ouvrit la porte de l'auberge et se précipita sur le pont au moment où les hussards au galop y arrivaient, et il leur intima lui-même l'ordre de s'arrêter. « Il n'y a plus de colonel ici !» s'écria l'un d'eux, et il poussa son cheval. Le colonel, exaspéré, interrompit la remontrance qu'il leur adressait, et, de sa main droite blessée, saisit la rêne de ce cheval du côté hors du montoir. « Arrête, mauvais soldat !» dit-il au hussard. « Je te connais, tu es de la compagnie du capitaine Henriet. »« Eh bien, que le capitaine lui-même me donne l'ordre. Le capitaine Henriet a été tué hier, » ajouta-t-il en ricanant, « et va te faire foutre !» En disant ces paroles, il veut forcer le passage et pousse le vieux colonel qui tombe assis sur le pavé du pont. Fabrice, qui était à 2 pas plus loin sur le pont, mais faisant face aux côtés de l'auberge, pousse son cheval, et tandis que le poitrail du cheval de l'assaillant jette par terre le colonel qui ne lâche point la rêne hors du montoir, Fabrice, indigné, porte au hussard un coup de pointe à fond. Par bonheur, le cheval du hussard, se sentant tiré vers la terre par la bride que tenait le colonel, fit un mouvement de côté, de façon que la longue lame du sabre de grosse cavalerie de Fabrice glissa le long du gilet du hussard et passa tout entière sous ses yeux. Furieux, le hussard se retourne et lance un coup de toutes ses forces, qui coupe la manche de Fabrice et entre profondément dans son bras. Notre héros tombe. Un des hussards, démonté, voyant les 2 défenseurs du pont par terre, saisit l'à propos, saute sur le cheval de Fabrice et veut s'en emparer en le lançant au galop sur le pont. Le maréchal des logis, en accourant de l'auberge, avait vu tomber son colonel et le croyait gravement blessé. Il court après le cheval de Fabrice et plonge la pointe de son sabre dans les reins du voleur. Celui-ci tombe. Les hussards, ne voyant plus sur le pont que le maréchal des logis à pied, passent au galop et filent rapidement. Celui qui était à pied s'enfuit dans la campagne. Le maréchal des logis s'approcha des blessés. Fabrice s'était déjà relevé. Il souffrait peu, mais perdait beaucoup de sang. Le colonel se releva plus lentement. Il était tout étourdi de sa chute, mais n'avait reçu aucune blessure. « Je ne souffre, dit-il au maréchal des logis, que de mon ancienne blessure à la main. » Le hussard blessé par le maréchal des logis mourait. « Le diable l'emporte !» s'écria le colonel. « Mais, dit-il au maréchal des logis et aux 2 autres cavaliers qui accouraient, songez à ce petit jeune homme que j'ai exposé mal à propos. Je vais rester au pont moi-même pour tâcher d'arrêter ces enragés. Conduisez le petit jeune homme à l'auberge et pansez son bras. Prenez une de mes chemises. » Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, merci de liker, de mettre un commentaire,
de vous abonner ou partager. À bientôt pour la suite.